Alors, pourquoi est-ce que je viens vous parler de ça? Bon, il se passe quelque chose maintenant, du coup, avec nos caméras, elles ont de plus en plus de choses dedans, des caractéristiques techniques, ça nous éclate le cerveau, hein. On a entendu parler de 240 images par seconde en RAW, on a entendu parler de 14 diaph de dynamique. Alors, toutes ces notions-là, évidemment, on se doute bien que c'est mieux. C'est toujours mieux d'avoir plus, hein, forcément, en 4K, voilà, 8 millions de photosites sur le capteur gravés, ils sont tous lus, etc. Donc il y a un joli boulot industriel d'arriver à faire que tout ça, ça marche avec un tel degré. Et puis il y a derrière, il y a nous, on nous donne ce machin-là et on va s'en servir. Et concrètement, 14 diaph de dynamique, c'est hyper abstrait quand tu essaies de faire une image, quoi. On se doute bien que, manifestement, oui, c'est pour obtenir une plus grande gradation entre les ombres, les hautes lumières, peut-être un peu plus de matière. Alors, il y a des choses qui parlent un peu à tout le monde, hein. Le contre-jour, on sait qu'on doit choisir, soit on a un intérieur qui est bouché, l'extérieur qui est correct, soit au contraire, l'extérieur va être cramé et l'intérieur correct. Et ça, c'est un problème, on appelle ça un manque de dynamique. Alors comment résoudre le problème? Il faut le prendre un peu en amont, et je suis venu vous parler de ça justement, de la gestion de ça, et notamment celle du contraste. C'est celle qui donne le plus d'incompréhension en général sur le terrain. Donc voilà, je suis désolé, j'ai pas de télécommande machin. Si, tu me diras, j'ai ma souris, je peux le tenter. Donc peut-être je vais me retourner. Mais voilà. La base de tout ça, c'est déjà de commencer par se dire que notre caméra, elle essaye de capturer une trace de la réalité. Et on veut donc magnifier cette trace pour pouvoir la reproduire. Et bon, idéalement, ce sera un boulot que les gens auront envie de regarder. N'est-ce pas? On appelle ça faire un film. Et il y a plein de films qui existent de toutes sortes. On va la production de cinéma haut de gamme jusqu'à un film de mariage. Tous ces gens qui font ce travail-là sont tous dans le même impératif. On va essayer de reproduire ce qu'on a vu dans la réalité. On va en garder une trace. C'est pas une reproduction fidèle, c'est juste une trace qu'on peut nous comprendre de manière intelligible comme étant ce qui s'est passé, la réalité. Et on va se démerder si c'est possible pour la rendre jolie, cette trace. Quelque chose qui nous plaît visuellement, n'est-ce pas? On fait de la communication peut-être d'une certaine manière. Alors donc voilà, le rôle de la gestion justement du contraste dans la caméra, ça va être de se dire on a une scène ici, on veut la reproduire à l'identique. Et ça c'est très noble, mais malheureusement c'est pas possible. De base déjà la réalité est en 3 dimensions, je vous rappelle, on a de la profondeur dans une scène, une télé par définition ou un écran c'est plat, donc voilà, il y a des tentatives qui ont été faites pour résoudre le problème, ça a un petit peu échoué commercialement, donc on reste avec une image plane. Il y a un autre problème dont je vais vous parler ce matin, enfin cet après-midi, pardon, qui est plus proche de nous et qui mérite autant d'attention à en parler, c'est celui de résoudre le problème de la dynamique, justement, du contraste. J'aimerais vous rappeler que la vraie vie est dotée d'un contraste très fort. Si vous imaginez le soleil, hein, si vous regardez le soleil avec vos yeux nus, probablement vous finirez à l'hôpital si vous gardez les yeux ouverts trop longtemps. Hein, c'est un tel seuil de luminosité, une telle quantité de lumière que ça endommage les tissus de notre corps. Si vous avez un jour essayé de filmer un soleil avec une caméra et le reproduire sur une télévision, il va de soi qu'en regardant cette image faite, on ne se brûle pas les yeux du tout. Ça c'est parce qu'il y a une certaine quantité de normes qui existent hein, pour nous protéger, nous et nos enfants qui sont devant les télévisions. Et à l'heure actuelle, l'Union européenne limite à 100 candelles par mètre carré la puissance du point blanc. Il faut que le point blanc, à son maximum de luminosité, ne dépasse pas les 100 nits. C'est la réglementation, elle est comme ça. Enfin, c'est la recommandation, pour être tout à fait honnête. Personne ne va en prison si on la met un peu plus fort. Mais l'un dans l'autre, l'industrie s'est architecturée autour de ça. Alors on peut mesurer littéralement en dynamique qu'est-ce que ça représente, c'est ça qui est intéressant. C'est de se dire qu'entre le point éteint de la télé et le point allumé le plus blanc, à la louche on a 6-7 diaph. Et c'est assez important de savoir qu'est-ce que c'est qu'un diaph de lumière, hein. C'est littéralement doubler la lumière. Donc si j'ai une bougie, ça émet un peu de lumière, je mets 2 bougies ensemble, j'aurai 2 fois plus de lumière, on dit j'ai gagné 1 diaph. De manière assez intéressante, pour gagner encore un diaph, il faut que j'en ai 4, puis 8, puis 16, puis 32. Hein, la lumière a une manière assez exponentielle d'exister. On appelle pour ça la lumière linéaire. Je vais revenir un petit peu dessus justement pour dépiauter tout ça. Le fait est que du coup, entre notre pixel éteint sur la télé et celui qui est à fond les ballons, quand on a filmé notre soleil, au mieux il y a 6-7 diaph. Et de manière assez intéressante aussi, on peut remarquer qu'un tirage photo sur un papier barité, peut-être les meilleurs tirages photos qui existent à l'heure actuelle en termes de technologie de tirage, à la louche on peut compter 7 diaph aussi. Au cinéma, vous allez voir, une projection dans une salle de cinéma, on a aussi un point blanc qui s'assied peut-être 7 diaph au-dessus du point noir, à la louche. Donc ça c'est un état, c'est avec ça qu'on regarde les images. Et c'est très intéressant de se dire, voilà,
On va regarder ça. Alors nous, on nous promet maintenant des caméras avec 14 diaphes de dynamique. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un petit partage qui s'est fait dans l'industrie. Jusqu'à présent, on considère que tout ce qui est en dessous de 10 diaphes, c'est du LDR, et tout ce qui est au-dessus de 10 diaphes, c'est du HDR. Un terme que probablement beaucoup d'entre vous ont entendu. Et si vous tapez HDR dans Google, vous allez évidemment pas avoir votre écran d'ordinateur qui va émettre plus de lumière que ce qu'il peut faire. Vous allez voir quelque chose de très différent. Vous allez voir des tone mapping HDR, c'est-à-dire des travaux d'artistes qui ont capté une plus grande dynamique, parfois avec plusieurs clichés photos, hein, pour avoir à la fois les ombres, à la fois les hautes lumières, et puis qui ont mélangé tout ça. Et parce que là, on est face à un problème, c'est quand on a plus que ces 9 diaphes de dynamique, on ne sait pas quoi en faire absolu. Il n'y a rien d'automatisé pour se dire, tiens, mais voilà, on a un écart qui est plus grand que ce qu'on peut le reproduire de toute façon. Donc c'est là où on va rentrer dedans. On a des choix à faire. Il va falloir qu'on fasse des choix sur notre lumière ici. Alors je vais essayer de vous... non, tu pas du tout. Non, tu vas pas t'éteindre. C'est l'écran qui s'éteint là. Quelqu'un sait comment ça s'éteint pas, ça? Mais il n'y a pas de bouton OK. Ça c'est quoi ça? Ça s'est arrêté. Cool. C'est bon? Ok. Bon, si elle le refait, vous me le dites. Hein. Voilà. Donc, je vous ai préparé quand même 2-3 petites choses. Hein. Notre travail qu'on fait du coup avec, on va voir, on appelle ça des luttes maintenant. Historiquement, ça s'appelait le gamma. Il y a plein de raisons historiques pour ça. Donc, je vais utiliser les deux termes et essayer de les placer dans le bon contexte. On a quelque part ici la dynamique de la vraie vie. J'ai arbitrairement choisi 100 000 lux. Ça aide bien. Ça fait des nombres qui sont faciles à repérer. On a une certaine dynamique au niveau du capteur. Cette dynamique, elle sera vraisemblablement en dessous quand même de ce que la vraie vie lui impose, mais elle est néanmoins, c'est une caractéristique, on peut la mesurer. Sur ces caméras, elle a été mesurée à 14 diaphes, donc c'est chouette, hein, on en a pas mal. Et puis après, on a ce qu'on peut afficher. Et ça c'est le plus petit dénominateur commun, et de toute façon, quoi qu'il arrive, ça finira là. Alors, je dis ça, il existe des projets de type expérimentaux, où on a maintenant des télés dites HDR. Et une télé HDR, ça fait pas ces looks bizarres d'images qu'on voit sur Google. Hein, c'est juste une télé dont le point blanc est physiquement à 1000 ou 2000 nits. On a un point blanc qui est physiquement plus lumineux que ce que nous est une télévision normale. Hein, vous voyez bien qu'ici, le point blanc, bien qu'il soit blanc et complètement borderline saturation, il n'est pas très... Des lampadaires, quelque chose qui émet, voilà, c'est ça, un écran, votre télévision va consommer aussi 2000 watts du coup, hein, si on achète ce genre de truc, donc il y a des gros problèmes qui sont aussi de l'ordre environnemental avec tout ça. Donc voilà, tout ça c'est expérimental, j'aime bien qu'on s'y intéresse, c'est très chouette, mais on va ramener ça à ce qu'on fait nous tous les jours avec nos caméras. Hein, on nous parle de 14 diaphes de dynamique, on nous parle de S-Log3 pour en profiter. Qu'est-ce que c'est concrètement profiter de 14 diaphes de dynamique avec du S-Log3? C'est plutôt ça qui est intéressant, et c'est ce qu'on va travailler ce matin. On garde dans un coin de la tête qu'un jour, il y aura peut-être des écrans HDR. Et j'ai vu un prototype, c'était assez marrant, à ABC, à Amsterdam, qui fonctionnait d'ailleurs avec du S-Log3 comme source d'entrée. Et ça paraissait pas du tout le S-Log3 que je vais vous montrer, ça paraissait vraiment une très belle image avec des hautes lumières qui, tac, il y avait de l'information dedans et très lumineux du coup. Hein. Un genre, tu fermes presque les yeux. Presque. Bon, pas tout à fait, mais assez intéressant en tout cas. Donc voilà. Nous, le travail qu'on a à faire, c'est ça. Je vais vous montrer, on va essayer de dépioter ici un petit peu justement. On a cette énorme pile comme ça d'informations qu'a pu voir le capteur. Okay, le capteur ici, c'est des capteurs 16 bits, donc ils ont un potentiel théorique de 16 diaphes de dynamique. En pratique, les deux plus enterrés sont tellement bruyants qu'on ne les considère pas comme étant utiles, donc ça commence à 14 diaphes. On a 14 diaphes, hein, si on parle de la saturation du capteur, jusqu'à 14 diaphes en dessous, on a de l'information utile, utilisable. Qu'est-ce que ça veut dire l'utiliser? Sur mes 14 diaphes ici, j'en ai que 6 que je peux reproduire. Donc on va déjà essayer de regarder ces 6-là ici. On a 6 diaphes, si je les coupe en 3 parties, hein, bon, ça fait 18 en tout, mais... pour faire à la louche, quoi, comme ça, un truc simple. J'ai mes basses lumières, je prends les 6 des basses lumières, je vais voir les ombres d'une scène. Ça, c'était ma scène, photographiée quelque part dans l'ouest de la France, pardon. Voilà, on a des ombres, des moyennes lumières et des hautes lumières. Alors je regarde, les ombres, c'est ça. Donc si je prenais juste 6 diaphes dans les ombres, je verrais bien cette zone d'ombre, mais évidemment, nos moyennes lumières seraient déjà saturées, et puis le ciel, on n'en parle même pas, il n'y a plus d'informations du tout dedans. Tout est plus lumineux qu'un certain seuil, et donc on va juger qu'il est irreproductible. Et naturellement, ça ne nous intéresse pas, puisque les ombres, on s'y attache pas trop. Et ça, c'est assez intéressant, c'est de se dire que les ombres, et de l'autre côté, les très hautes lumières, si je saute directement ici à ma slide suivante, les très hautes lumières, c'est
quelques petites spéculaires. C'est ça qui n'est pas inintéressant aussi, quand on regarde l'histoire des écrans dynamiques très forts, c'est que 9 fois sur 10, on va exploiter 2000 watts de rétroéclairage pour reproduire la petite spéculaire, la petite fente de lumière qui est ici ou là. Mais notre cerveau, notre œil, fait un travail permanent de moyen-âge, il va s'ajuster à la luminosité d'une scène et s'intéresser surtout aux valeurs moyennes. Tout ce qui est un peu plus sombre qu'une certaine valeur, ou tout ce qui est un peu plus clair qu'une autre, il s'y intéresse moins. C'est pas qu'il ne le voit pas, il le voit, mais il s'y intéresse moins. Et on va exploiter ça justement. Donc se dire, plutôt que de prendre voilà, juste mes hautes lumières ou juste mes basses lumières, on va bien sûr se préoccuper de nos valeurs moyennes. Donc sur l'échelle totale, on va prendre 6 diaphes propres ici, et c'est le reste qu'on va essayer de bidouiller et rentrer dedans. Hein, si vous voyez, là je vous ai mis une sorte de simulation, imaginez ça c'est le blanc de la vraie vie, et à côté j'ai le blanc de mon écran. Tout ça c'est simulé bien sûr, et c'est fait pour que vous puissiez vous faire un peu une idée. Donc en dessous d'une certaine valeur, ça va être quand même bouché au noir, et au-dessus d'une certaine valeur, ça va quand même cramer au blanc, mais le gros de la scène, ce qui nous intéresse ici, c'est toute la face éclairée, la rue, les maisons, etc. C'est ça qui est l'intérêt pour notre cerveau. C'est une nécessité en réalité. Alors les caméras, vous savez peut-être comment elles le faisaient avant, si j'avance là-dedans. C'est des réglages que vous connaissez peut-être. On avait le Black Master, ou le Black Pedestal, ou le Black quelque chose. Des fois c'était Black tout court dans les menus, ça dépend des marques. Ou c'est qu'on tronque dans l'échelle de notre niveau de noir. Il y a une bonne idée là derrière, c'est de se dire que de toute façon, en dessous de cette quantité de noir, c'est du bruit, donc autant dégager. Zou, allez, poubelle. Donc sur notre grande échelle, hop, on choisit un point noir, c'est le Black Master. Et les menus nous permettaient de modifier ce Black Master, on pouvait le changer. L'élever un petit peu, du coup ça faisait des noirs plus vite noirs, ou au contraire décoller les noirs, c'était pas très joli. Ensuite on a nos 6 diaphes de dynamique, ceux-là on va essayer de pas trop les bidouiller. Et c'est important en fait, parce qu'il faut qu'ils apparaissent sur l'écran comme nous on les a vus dans la vraie vie. Quelque chose auquel on peut se référer. Donc ceux-là ils sont pas trop triturés, et puis au-dessus, on a les hautes lumières, et ces hautes lumières étaient traditionnellement compressées avec le nid. Petit réglage que vous connaissez peut-être, qui laisse toujours une mauvaise trace d'ailleurs, parce que concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on prend peut-être, je sais pas, si on regarde 0%, 100%, le seuil de saturation, sur les caméras de l'époque, c'était 400%, 600% des fois. Ces caméras ici, elles saturent à 1450%. Il n'y a que là que le capteur est véritablement saturé. Donc on va prendre 1350%, hein, le delta qui est là-dedans, et on va tout compresser dans 5 petits pourcents de haute lumière. C'est très agressif, et ça donne une image très typée vidéo. C'est un vieux débat, j'ai pas trop envie de le lancer maintenant ici, qu'est-ce qui fait le look vidéo ou le look cinéma d'une image. Il y a plein de caractéristiques. Une d'entre elles, c'est la manière dont les hautes lumières sont gérées. La pellicule a tendance à réagir naturellement avec ce qu'on appelle une épaule de courbe, donc un roll-off très graduel. La vidéo, c'est pas un roll-off, hein, c'est un point donné et tout est compressé derrière. Et ça introduit, alors en plus, technologiquement, c'est fait uniquement sur la luminance et pas sur la couleur. Donc en plus, ça fait apparaître des couleurs un peu fluorescentes dans les hautes lumières et des choses que vous avez tous vues. Hein. Vous filmez un mec chauve avec un projo au-dessus de la tête, tu peux être sûr qu'il y a un rond cramé, un rond jaune autour et puis le reste des tons chers, quoi. C'est très inélégant. Et quelque chose que justement, on aime bien essayer d'en sortir. Alors, on vous dit la réponse, il faut avoir 14 diaphes de dynamique. Oui et non, quoi. Parce que bon, c'est bien, il faut manifestement plus de dynamique, parce que avec de la chance, le crâne ne sera pas cramé avec son coup de projo. Mais même s'il il va quand même falloir essayer de faire autre chose que du nid. On va faire des choses un peu plus douces maintenant. Et c'est là où on va rentrer dans une autre catégorie. Je vous l'ai dit, il y a des fois cette histoire de sélection, de choix, c'est important en fait. On va venir choisir, on a 14 diaphes là-dedans, et on va devoir choisir dans ces 14 diaphes lesquels sont pour nous les plus pertinents, et extraire des autres la matière qu'on va désirer avoir. Cette notion de choix, du coup, elle va presque ipso facto avec la notion de post-production. C'est un endroit où on fait ses choix. C'est un endroit où ces choix deviennent réels. Ils deviennent concrètement, vous avez un intérieur qui est bouché ou un extérieur qui est cramé. Concrètement, vous tournez avec les 14 diaphes et en post-production, vous ferez un petit détourage et vous séparerez les deux parties et vous ferez ce qu'on appelle un tone mapping. On va prendre le HDR, on va tone mapper. Le terme est anglais, hein, je suis désolé. Je connais pas d'équivalent français, mais c'est un tone mapping. Vous pouvez le taper dans Google, vous verrez plein d'exemples. Et on va donc du coup ramener ces valeurs qui sont en dehors de ce qu'on peut reproduire. On va les ramener dans un espace qu'on peut reproduire, celui de notre télévision, de notre écran de cinéma, de notre papier barité, etc. Ou de ce qu'on aura imprimé, ou de notre journal. Ce travail-là, ici, il est à faire. Ça a beaucoup de sens quand on a de la post-production. Ça en a moins, évidemment, si on n'a pas de post-production. Parce que, du coup, vous allez devoir faire un choix agressif dès le tournage, probablement irréversible. Et ça, c'est assez important à retenir, c'est que pour le direct, les choses comme le log ou le RAW dont on va parler sont évidemment hors de question. Il n'y a juste pas de place pour ça, ça n'a pas de sens même. Donc j'aimerais bien introduire un terme que je vais utiliser plusieurs fois, c'est la notion de négatif numérique.
par opposition à un positif numérique. L'analogie, évidemment, vous la voyez, elle vient de la pellicule. On avait un négatif pellicule qui était ensuite développé dans un positif. Et dans le traitement photochimique, il y avait un certain nombre d'opérations qu'on pouvait faire pour changer l'exposition, augmenter le contraste, changer la sensibilité. Il y avait du travail qui était faisable au moment du développement. Et donc c'est ça qui m'intéresse là dans cette notion. On a un négatif, c'est de la matière accumulée, une pellicule exposée, et on va transformer ça en un positif. Et de la même manière qu'en pellicule, on pouvait aussi travailler avec de l'inversible. Vous connaissez tous ça sous le nom de diapositive, au minimum, juste une diapositive. Hein. C'est le négatif qui est traité au photochimique pour devenir un positif, et qui ne laisse donc du coup pas la place à l'erreur non plus. On peut faire la même chose en numérique. On a cette exacte même dichotomie. Se dire, ben, on va choisir dès le tournage où est notre dynamique commune, on campe le truc dessus, on bake un look, ça c'est le terme anglais, on cuisine un look dedans, et il devient fixé avec les images, on ne peut plus vraiment revenir en arrière. Un peu plus maintenant qu'à l'époque de l'inversible, parce que, évidemment, entre-temps, Photoshop est passé par là, et Dieu sait quel autre outil absolument génial qui a été inventé depuis, et c'est normal, là, ça se modernise. Mais voilà, si on veut du négatif, c'est donc parce qu'on va le faire en post-production. Et ça a du sens quand on va le faire, justement. Alors, d'abord, vous présentez la Rolls du négatif, hein, le RAW, évidemment, tout le monde en parle. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a un BNC RAW sur l'option, c'est parce que maintenant, si on veut être une caméra à la mode, il faut avoir une sortie RAW, en fait. Et de fait, c'est marrant, les FS700, les machins et tout, s'il y a 1% de gens qui tournent en RAW pour de vrai, je serais déjà surpris. Mais c'est pas grave, il y a un BNC avec marqué RAW dessus, ça rend les gens contents. Mais c'est pas pour rien que ça rend les gens contents. Ça rend les gens contents parce que le RAW est véritablement un avantage technologique. Si on travaille en RAW, dites-vous qu'on a ces 14 diaphes de dynamique capteurs, et ils sont linéairement reproduits dans le fichier RAW. C'est un flux de données, on va stocker tout ça. Et donc, les cartes qu'on met d'ici derrière, elles vont stocker des fichiers ils ont littéralement 16 bits. Il y a la place pour les 14 diaphes de dynamique, linéaire, sans aucune modification. Et c'est pas inintéressant de regarder que cette pile-là, c'est tout ce qu'a vu le capteur. Littéralement, du plus noir bouché, hein, le seuil de bruit, jusqu'au blanc cramé. Ça, ce truc-là, c'est donc avant même qu'on ait réglé l'exposition. Un réglage que vous connaissez sous le nom de gain. En pellicule, on parlait de sensibilité ISO. Tout ça, c'est connexe. C'est les mêmes choses dont je parle ici. Donc, si vous filmez et vous enregistrez tout ça, même changer le gain, c'est un réglage de post-production. On est capable, en post-production, de changer le gain. Qu'est-ce que c'est très concrètement changer le gain sur une caméra moderne ? Hein, historiquement, c'était changer le circuit analogique d'amplification du signal électrique. C'est bien dit comme ça. Hein, mais c'est aussi moche que ce que c'était à le dire. La manière moderne de le faire, c'est beaucoup plus intelligent. Si on a nos 14 diaphes ici, on va se promener dedans. Si on veut voir les zones d'ombre, donc augmenter la sensibilité, hein, voir dans l'ombre, on déplace une petite fenêtre de lecture, on va l'amener par ici. Et si on veut au contraire être moins sensible, on va ne se regarder que les hautes lumières. De la même manière que c'est ce que vous pouviez voir ici sur mes images simulées. Là, si je déplace, je regarde que ici, j'ai une image qui paraît sombre. Et à l'inverse, si je déplace uniquement, je regarde que la zone des ombres, j'ai une image qui paraît claire. Voilà comment, très concrètement, comment est-ce que la sensibilité est maintenant réglée sur les caméras. Alors, c'est un mode de réglage qu'on appelle le Ciné EI. Et vous le trouvez souvent, on trouve souvent écrit ISO comme réglage, mais normalement il faudrait dire Exposure Index, le EI. Et c'est cette notion d'Exposure Index, c'est-à-dire on expose un négatif et on va ensuite changer. On assume que c'était une autre exposition. C'était comme ça sur les boîtes de pellicules. On peut voir des boîtes de pellicules avec marqué dessus du 500T et à côté vous voyez 1000 EI marqué sur la pellicule. Et ça c'est le constructeur, le fabricant de pellicule qui dit que on vous recommande de tourner à 500, mais il se peut qu'en fait, si vous à 1000, ça sera encore acceptable, selon votre goût. À peu près ça. Avec la même espèce d'entre-deux de dire ça dépend, est-ce qu'on accepte plus ou moins de bruit. Donc c'est la même chose. Sauf qu'on peut multiplier par 5 des deux côtés maintenant. Ça, enfin 5 j'exagère, mais au moins 2 diaphes, 3 diaphes en haut et en bas, easy peasy. Et donc quand on a du RAW, ces choses-là, on va pouvoir les faire après. Si vous débayerisez un jour du RAW, certains l'ont fait déjà sûrement, hein, vous avez un curseur pour régler la balance des blancs, un curseur pour régler l'ISO. Et c'est des choses qu'on change et on choisit très librement, et c'est évidemment à ce moment-là totalement réversible. Faut-il encore faire le bon choix au moment du tournage? Ça, on y reviendra. Alors le RAW c'est très chouette, c'est la Rolls, et puis du coup 1% de gens l'utilisent. Parce que le RAW c'est des recordeurs RAW, c'est-à-dire que ce qui sort, je crois la tête de caméra pure, elle sort 20 gigabits par seconde. C'est ce qui sort de la tête de caméra. Donc après tout ça c'est bidouillé, compressé, ramené à des niveaux, c'est spectaculairement compressé. Sony arrive à des débits tout petits, 3 gigabits seconde, 2 gigabits 5, wouhou, ça reste 2,5 gigabits par seconde.
Dites-vous bien hein, que chaque seconde qui passe, il y a 400 mégaoctets qui sont créés au niveau de la tête de caméra. Chaque seconde qui passe, on n'est pas en minutes, hein, on est en secondes. Là. Donc ça fait du monde qu'il va falloir mettre sur des cartes. Et selon la solution que vous choisissez, la solution Sony, elle fait à peu près un demi-téraoctet de rush par heure. 512 gigas. Toutes les heures qui passent de rush font 512 gigas. C'est considéré comme très bien. La solution Odyssey, par exemple, que vous avez vu en cinéma DNG, c'est un peu moins bien. Ils sont à 1 téraoctet de l'heure. Donc c'est au double du poids. Donc ça compte vachement. Hein. Si vous savez que vous avez 6 heures de rush à faire, il faut donc provisionner les 2 fois 6 téraoctets de rush, enfin de place pour mettre ces rushs. 2 fois, parce qu'on va les sécuriser, faut pas déconner, c'est du RAW, c'est précieux. Et c'est la base, c'est ça. Alors, que font donc les 99% d'autres personnes qui ne font pas du RAW? Dans la pub, on s'en fout de faire du RAW, c'est très bien. Dans la pub, il y a ça, il y a 20 minutes de rush en tout, on est content quoi. Pour monter un clip de 30 secondes, ça se gère bien. Dans la fiction, ça se gère aussi. Tu demandes une tour de 24 téraoctets par semaine à ta production, ça représente 0,7% du budget média du tournage, on te le donne. Et puis arrive le documentaire. Et là, ça commence à être le bordel. On t'envoie tout seul avec ta petite caméra FS7 et tu dois partir à l'étranger et on te dit, toutes les heures qui passent, tu dois fabriquer un téraoctet de rush. Et non, bien sûr que non. Donc, on va tomber sur une autre solution. Et en fait, la plupart des gens tombent sur cette autre solution ici. Elle est... J'ai un ami qui appelle ça le RAW du pauvre. Et j'aime pas trop l'expression, mais ouais, c'est bien. C'est pas mal parce que au moins ça dit ce que ça fait. Ça essaye de garder tout ce que ça peut garder. Et ça va utiliser un médium beaucoup plus simple à stocker, qui est celui de la vidéo. Ça, ce sont des données. J'ai mis des 0 et des 1 ici hein, pour rendre le truc ici. Dites-vous, c'est un flux brut. Alors... Meet S-Log3, le log justement, utiliser un gamma logarithmique. Contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure, où on devait choisir une petite fenêtre quelque part là-dedans, on va prendre les 14 diaphes de dynamique et on va tout remettre sur notre sortie, nos 10 bits de sortie. Là, on a 16 bits en entrée, on a 10 bits en sortie, on appelle ça le bit bucket, un petit seau dans lequel on va devoir stocker tout ce qu'il y a dedans. Et donc bien sûr, il faut faire ça intelligemment, hein, et c'est ce que fait le S-Log3, c'est ce que font de manière générale les courbes log, les courbes logarithmiques. Elles viennent dépeindre la lumière de la manière la plus intelligente qui soit. Encore, sa batterie? On m'a dit que ça durait 4 heures, là. C'est quoi ces conneries là? Tu me diras, ça fait depuis ce matin qu'elle tourne, donc en même temps, probablement c'est bon. Donc voilà ce qu'est ce log. Probablement, quand je vous ai montré le schéma tout à l'heure où on choisissait une petite fenêtre, il y a un d'entre vous qui a dû se dire, mais bon, pourquoi on prend pas tout alors? Ben si, on peut tout prendre. C'est ce que fait le log. Mais en quoi est-ce que c'est mauvais? C'est mauvais parce que ton image, elle ressemble à rien. Je veux dire, ça ressemble à de la merde du coup. Et c'est pas tant à cause de la caméra, c'est pas tant à cause de l'image elle-même. Elle décrit de manière très précise 14 diaphes de dynamique. Mais en écran, il n'y en a que 6 pour les reproduire. Allez, 7 si t'as le mode ultra bright, machin chose, qui te pète un diaph de plus dans la gueule. Mais un diaph de plus à chaque fois dans le salon, vous allez vous apercevoir que c'est énorme. Quand tu passes du mode standard 6 diaphes, qui est normalisé par l'Europe, au mode ultra bright, ou présentation, ou extérieur, ou va savoir ce que c'est appelé sur la télé, paf, tu prends un diaph de plus dans la gueule, ça monte à 7. Et déjà, c'est violent. Alors imaginez pour ce qu'il faudrait pour aller à 14. C'est juste hors de portée. Peut-être en rétroéclairage, à 40 000 watts, j'en sais rien, ce qu'il faut pour produire la puissance lumineuse qu'on perçoit, nous, du soleil. De manière générale, hors de question, de toute façon, vous n'allez pas laisser vos mômes devant non plus, donc on en revient à la même chose. Si vous prenez donc cette image ici à 14 diaphes dynamique et vous la mettez sur un écran qui n'a que 6 diaphes de dynamique, et concrètement, chaque diaph a l'air coupé en deux. Et pas de bol pour vous, c'est pas 2, en plus c'est beaucoup plus que ça, puisque c'est exponentiel. Chaque diaph qui avance, en fait, c'est une progression quadratique, je vais vous éviter les maths parce que ça n'a pas trop de sens ici. Juste quand on regarde l'image, elle vous paraît extrêmement, on dit plate, on dit flat. C'est bien la notion de pente là-dedans ici. Si vous imaginez une grande pente entre très haut et très bas, si vous baissez cette pente, si vous baissez la plus grande valeur possible, on a une pente qui est moindre. À terme, un truc tout plat qui serait gris uniforme, et littéralement c'est plat. Et le log, du coup, il est un peu entre ces deux quand on le regarde. Et ça, c'est... Sur les plateaux, ça commence à changer un petit peu maintenant, puisque les producteurs ont pris l'habitude de voir du log. C'est-à-dire que c'est ce que vous avez sur les écrans, et ça ressemble à rien. Et ça, c'est assez grave quand on est en train de juger votre boulot. Il y a toujours quelqu'un qui passe derrière et dit « Oh, dis donc, c'est un peu tristoun quand même ton image là, tout de suite. » Alors, ça arrive de moins en moins, parce que les gens ont entendu parler maintenant du log, tu vois, on leur a dit « Hop, c'est le top !» Je pense que c'est comme les premiers qui sont arrivés avec un 5D, ils se sont fait railler parce qu'avec leur 5D, puis après on leur a dit « Ah non, mais ça fait des bonnes images, les appareils photo. » Ah d'accord, ça fait des bonnes images. Ça rentre, doucement, dans l'inconscient. Néanmoins, ça pose des problèmes factuels, fonctionnels. Je pense l'équipe déco, l'équipe maquillage, voilà, tous ces gens qui doivent travailler sur l'image ont peut-être envie de la voir. C'est leur droit.
Alors, après tout, on est en numérique maintenant, hein, c'est fini d'exposer des pellicules et il n'y a que le chef-op qui a ça dans la tête. Donc il y a des écrans partout sur les plateaux maintenant. Et allez sur tous les plateaux, partout. Même en docu, vous avez au moins un petit écran sur le côté, un truc pour voir l'image. C'est extrêmement courant. Cette image-là, si elle est en log, elle ne donne pas une bonne chose de la scène. Si en tant que directeur de la photographie, vous utilisez l'image pour faire la lumière, pareil, c'est source d'erreur aussi. Chaque petit diaph est à côté. Alors, est-ce qu'il faudrait utiliser de l'analyse ? Des waveform monitors, les oscilloscopes, les histogrammes, et on a plein d'outils d'analyse comme ça qui peuvent être intéressants. Oui, bien sûr, par tous les moyens. Regardez si ça tient dans le signal, il y a plein de choses intéressantes qui sortent de ça, mais n'oubliez jamais un outil qui est fondamental de tous les outils d'analyse que vous avez pour faire une image, c'est votre cerveau. Les gars, c'est votre couple œil-cerveau. Mais tout ce qui se passe là-dedans. Et le câblage. Présent ou pas, selon les gens. Ça, c'est super important. Il y a des images qui peuvent être très bonnes dans le stylo, elles sont nickel, elles sont dans les limites, tout paraît bien, c'est un gros brouillon de spaghetti comme ça, et tu dis bon bah ça va, je suis dans les limites, c'est bon. Tu shootes, c'est du log, on s'en fout, on fera ça plus tard, et hop, t'enregistres. Évidemment, le sujet, il est 3 diaphes en dessous de l'arrière-plan, ça ressemblera à de la merde, même en post-production. C'est un terme technique, ça ressemble à de la merde, hein, vous connaissez le terme, hein, ça. Voilà. Donc il faut à un moment évaluer cette image avec l'outil quand nous avons besoin, c'est le cerveau. Et c'est là que les luttes deviennent le plus intéressant. Le mot lutte, j'ai un petit peu éludé jusqu'à présent. Il se trouve qu'en interne, maintenant, tout est de la lutte. Il y a une lutte, c'est une table de correspondance. On avait 0 à 65 000, mettons, c'est nos valeurs qu'on a en entrée. On veut qu'en sortie, soit de 0 à 1024. La lutte, c'est une table de correspondance qui va prendre toutes les valeurs. Le 0 est à 0, le 4 est à 1, le 8 est à 2, etc. Et donc, il va venir nous faire une vraie tableau de correspondance. Et ça a une gueule d'une courbe. Si vous tapez gamma dans Google, vous verrez plein de courbes comme ça arrondies. C'est ce que font les choses. Et les luttes maintenant sont beaucoup plus précises que n'était historiquement la fonction gamma d'une caméra à tube. C'est une époque que j'ai même pas connue moi, hein, évidemment. Maintenant, c'est des tableaux de correspondance très précis où on peut choisir qu'est-ce qu'on fait de masse lumière, qu'est-ce qu'on fait de nos moyennes lumières, qu'est-ce qu'on fait de nos hautes lumières, pour pouvoir traiter ça en plusieurs parties différentes. Ça devient important. On a vu qu'il faut donner le maximum d'importance à nos valeurs moyennes, mais moins aux ombres et moins aux hautes lumières. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des luttes. Alors le terme lutte, du coup, il est un peu utilisé et surutilisé. Je ne l'ai pas trop utilisé pour l'instant parce que justement, bon, ça c'est en interne, ça se passe dans la caméra, mais il y a aussi quelque chose qu'on peut faire nous dessus. C'est-à-dire on peut travailler avec des luttes. Et résoudre ce problème d'avoir une image comme ça qui est moche sur le plateau, ça se fait justement en appliquant une lutte, c'est-à-dire une table de correspondance. Et on ne va pas appliquer une lutte qui forcément viendra du capteur, des 16 bits du capteur vers nos 10 bits de sortie. Ça va être de 10 bits de sortie vers un autre 10 bits de sortie. C'est juste une correspondance. Ces luttes-là nous intéressent beaucoup plus. C'est des luttes, elles peuvent servir à plein de choses, probablement à régler le problème du contraste, ça c'est vrai. Peut-être ça peut changer l'espace de couleur. Vous avez probablement entendu parler d'une lutte 709, c'est un terme hyper courant. On passe d'un espace de couleur donné à un autre espace de couleur. C'est de la conformité, de la mise en conformité au standard. Et vous verrez plus tard des luttes plus avancées. Donc concrètement, là, si j'avance dans mon motion, ici, la lutte dont je vous parle ici, ce sont des luttes d'affichage. Alors, on vous a dit, 14 diaph de dynamique, c'est mieux, c'est bien. Si vous faites un boulot, vous allez faire une pige là, pour n'importe quelle chaîne de télé qui doit aller vite. Le travail en boucle directe, quoi. Une espèce de truc, partez le matin, faites le sujet, à 14h l'ours est monté, à 16h ça doit être diffusé au JT, quoi. Donc ça, c'est, voilà, vous ramenez du log, on va vous dire, vous avez fait... Ah merde, on est d'accord. Et pourtant, vous direz, oh, je t'ai ramené 14 diaph de dynamique, tu veux quoi de plus? Et non, mais sûr que non, ça marche pas cette histoire, parce que ça reste une image qui est peu plaisante. Donc, dans ces logiques-là, voilà, il va falloir travailler différemment. C'est pas génial d'avoir tout le temps 14 diaph de dynamique. En tout cas, quand on a un affichage LDR, qui n'est pas HDR, ça pose un vrai problème d'analyse par notre cerveau. Donc, tous vos spectateurs sont la même chose que vous, hein. Ils ont des cerveaux, des yeux, ils voient si une image est belle ou pas. Qu'est-ce qui est beau? Ça, c'est un grand débat dans lequel je rentrerai pas trop, mais en tout cas, le contraste fait partie des choses qui excitent le cerveau. Là, on est plus sensible au contraste entre deux choses qu'une valeur absolue. Vous mettez la main gauche dans l'eau froide, la main droite dans l'eau chaude, et vous me ramenez les deux mains dans une eau tiède au milieu, la main gauche aura chaud, la main droite aura froid. C'est le contraste qui nous excite. Et on travaille comme ça, tout notre cerveau fonctionne comme ça. Donc il va falloir y remettre du contraste. Le peu de contraste qu'on a à notre disposition, 6 diaph, c'est pas beaucoup, c'est pas énorme, mais on va quand même essayer d'avoir. On veut pas ça. Ça, là-haut, ici. Donc, appliquer une lutte, ça peut se faire à plusieurs étapes. La première étape, celle qui, je pense, à mon avis, est la plus logique dans le fil de ma conversation ici, c'est de se dire, d'accord, j'ai de l'étalonnage,
Ok, donc à lui, je vais lui donner, à mon étalonneur, je vais lui donner la matière la plus riche possible. C'est pour ça que je veux du S-Log. Je veux garder mes 14 diaph. Donc ça va partir pour l'étalonneur. Mais sur le plateau, mon metteur en scène, pour rien au monde, il doit avoir ça. Là, c'est hors de question, je veux jamais que le metteur en scène, il voit du log. Même s'il sait ce que c'est, il n'est juste pas dans son histoire. Il est en train d'analyser du gris. Une mauvaise reproduction. Je crois que c'est Spielberg qui s'est fait installer une vraie salle de cinéma portable dans un camion pour voir ces images au plus proche de la manière dont les spectateurs vont le voir. Ça a du sens. Il faut être américain, il faut avoir beaucoup de dollars, je suppose, mais ça a du sens à certains niveaux. Nous, on va appliquer une lutte. Ça sera plus simple. On va activer une monitor lutte. Et donc, ce qui ira à l'enregistrement sera en log, ça sera très bien. Et puis, ce qui va être, nous, affiché, donc dans le viseur, mais aussi sur les écrans externes et sur la chaîne d'écran qui peut suivre, on va se débrouiller pour que ça ressemble à une image positive. Et qu'est-ce que c'est notre image positive? C'est faire ce choix. C'est choisir à quelle sensibilité, donc à quelle hauteur est-ce qu'on est dans la courbe, choisir à quelle balance des blancs probablement, quel contraste, comment est-ce qu'on colle les noirs, comment est-ce qu'on s'occupe des blancs, etc. C'est déjà faire un petit choix ici. Et ça c'est marrant parce que si vous prenez les caméras Sony, quand vous activez le mode Ciné EI, ça s'appelle comme ça hein, dans le menu, vous avez le mode opérationnel Ciné EI, le premier truc que vous remarquez c'est que vous n'avez plus accès au gain. Votre bouton gain, il est désactivé. Ça peut être très frustrant pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ça, ne pas savoir comment ça fonctionne. Tu mets ta caméra, pouf, l'image devient toute grise et tu peux même plus régler la sensibilité. Il faut, si vous voulez avoir accès au gain, activer une lutte S-Log 3. Tu vois du S-Log 3 à l'écran, tu actives une lutte S-Log 3, c'est toujours du S-Log 3, mais tout d'un coup ton gain s'active. Qu'est-ce que c'est ça? C'est commencer à faire ses choix justement. De base, la caméra elle va se comporter à 1250 ASA sur l'F55 et 2000 ASA sur les deux autres. C'est son fonctionnement, c'est la position la plus équilibrée, autour d'un gris moyen. On a 6 diaph de dynamique au-dessus, 6 diaph en dessous. Give or take, un peu plus, un peu moins, selon les tolérances au bruit. Donc ça nous fait une grande marge de manœuvre, là où elle est la plus équilibrée. C'est pour ça que la caméra se met dans ce mode-là. Si vous voulez du coup augmenter la sensibilité, donc déplacer cette petite fenêtre vers le bas, en appliquant une lutte, on peut prévisualiser qu'est-ce que c'est, cette décision-là. Et ça va avoir une importance, ça va avoir une influence sur comment seront exposés les rushs véritablement. Donc c'est important sur le terrain de prévisualiser ça. Certains réglages vont peut-être faire monter du bruit. Et intuitivement, personne ne tombe des nues si je vous dis qu'en tournant à 10 000 ASA, vous avez plus de bruit qu'en étant à 1250. C'est quelque chose que tout le monde connaît. L'inverse n'est pas aussi évident. Si vous posez à 500 ASA, vous n'avez plus de bruit du tout, il n'y a pas de problème, mais vous perdez énormément de dynamique dans la haute lumière. C'est logique, si on regarde notre échelle, je reviens en arrière ici sur ma petite échelle ici, j'ai choisi ici, quelque part, je prends 6 diaph. Si je les prends vers le bas, évidemment, je privilégie le bruit, mais j'ai plein de dynamique en haut, et des tonnes en haut. Et on va bien sûr, on est dans de la lutte moderne, on n'est pas en train de couper tout ce qui dépasse une certaine valeur. On va venir replier intelligemment, faire une épaule de courbe, ce que fait la pellicule, en fait, de manière assez naturelle, on va essayer de le faire aussi. Donc si j'ai des ISO élevés, je suis par ici, je vois plus de bruit, mais j'ai une dynamique spectaculaire vers les hautes lumières. De manière assez intéressante, si je prends plus haut, je vais trouver une sensibilité beaucoup plus faible. Là, on est sur du 500 ASA, du 320 ASA, ce genre de valeur-là. Donc la sensibilité est faible, l'image paraît extrêmement sombre à l'écran, mais vous avez une dynamique spectaculaire vers les noirs. Ça se traduit ipso facto par pas de bruit du tout dans l'image. Le seuil de bruit, il est très très loin de votre image, il est très très sombre. Par contre, vous êtes borderline de la saturation. Et donc très vite, on sature. On peut se retrouver avec des zones qui sont cramées. Donc c'est ça, ce choix ici. Si vous le faites de manière intelligente, si vous êtes sur le terrain à regarder votre image, vous êtes avec une lutte activée, vous voyez la traduction réelle de ça. Soit une image un peu plus bruitée, soit elle est moins bruitée. Il y a plus d'écart, moins d'écart. Votre scène est trop dynamique, peut-être qu'il faut rajouter une petite lumière de remplissage quand on fait de la photographie. Vous êtes en documentaire, vous êtes en reportage pur, pas de lumière, pas de projo, pas de chef électro, rien. Donc tu chopes ton mec, tu le mets à côté pour pas qu'il soit dans ce contre-jour, parce que c'est moche. Un contre-jour, ça peut passer presque inaperçu avec du log. J'exagère un petit peu, mais à peine, je vous promets. En tout cas, la sensation générale, elle peut être extrêmement faussée par le log. Donc on veut prévisualiser ça. On veut pouvoir appliquer nos gains, voir nos contrastes. Et ça peut aller plus loin, si je reviens ici. Donc ça, c'était une correction. Celle-là, si je dois la nommer, j'appellerais ça presque une correction physiologique. Elle est juste là pour corriger le signal de manière à ce qu'il nous soit, nous, compréhensible avec notre physiologie, notre corps, comme l'image qu'on a de la vraie vie. Je vois là-bas un appareil photo qui a l'air noir sur un arrière-plan qui a l'air blanc. J'ai besoin que ce soit la même densité de noir, à peu près, la même quantité de blanc, ou au moins le même type d'écart. Quelque chose que je peux comprendre avec mon cerveau comme étant l'équivalent. Vous voulez prévisualiser vite fait en log, si je bascule ça
très vite en S-Log, voilà, j'ai toujours une sensation de plus sombre, plus clair derrière, mais tout est devenu beaucoup plus plat. Et regardez ici, l'histogramme, il est assez explicite. Si j'arrive à... Je sais pas, il faudrait que je me baisse. Vous voyez que ça se pince, on a plus de pente ou moins de pente. De manière concomitante, évidemment, on a donc plus ou moins de matière dans les hautes lumières. Ou dans les basses lumières, puisque tout ça, c'est manipulé de la matière. Mais ça, c'était juste une correction dite physiologique. On peut aller plus loin, on peut parler de look. Le look, de manière très concrète, ça va être une lutte aussi, qu'on va mettre dans la caméra, en lieu et place de la lutte qui nous fait là ici du 709, mais qui va peut-être dire d'autres choses. Peut-être elle va transformer des couleurs dans l'image. Peut-être qu'elle va rajouter, je sais pas moi, une couleur dans les ombres. On peut avoir plein de choses qui typent une image. Et si vous êtes allé au cinéma une fois dans votre vie, vous avez vu qu'une image cinéma moderne, je parle pas des années 70, je parle d'une image vraiment moderne, le cinéma tel qu'il sort de nos jours dans les salles de cinéma, ça prend beaucoup de liberté artistique avec l'image. Peut-être vous voulez que ça soit dans les luttes aussi. Donc c'est une correction, voilà, correction d'affichage. Peut-être c'est une image en sépia, en noir et blanc. J'en sais rien. Des tonnes de choses qui peuvent venir à l'esprit. Il y a plein de place à la créativité artistique. Et bon, je sais pas si vous voyez des films Sin City, et c'est du noir et blanc avec qu'une seule couleur qui est gardée. C'est extrême. Je sais pas moi, les photographies modernes, on en voit de tout. Hein. On a des choses où on garde juste deux couleurs, c'est du sélectif, où on a que des couleurs complémentaires. Ça peut passer par la déco aussi, bien sûr. Ça passe par plein de choses. Mais voilà, c'est du contrôle de l'image. Et si, ben voilà, un film en noir et blanc, par exemple, c'est pas la couleur qui est importante dans les accessoires qu'on va avoir. Elle joue manifestement aucune importance, mais un film en noir et blanc, il se peut que les tons chers soient de la même densité que l'arrière-plan, qui est vert. Alors vert et rose, du coup, ben, pas de problème. En couleur, nous, dans la vie, on voit la différence. Et puis dès que vous passez en noir et blanc, on a un visage qui est contigu avec, je sais pas moi, le mur derrière du fond, ou peu importe. Ils n'ont pas la même couleur, mais ils ont la même densité. Donc ça, c'est important de pouvoir prévisualiser sur le terrain cette différence de densité. Il faut une lutte qui transforme notre image en noir et blanc, qui applique le contraste désiré. Souvent, en noir et blanc, on met plus de contraste. Il y a une volonté souvent plus forte. Le noir et blanc déjà paraît un peu flat, tout seul, donc il faut contraster encore plus. Et des fois, on peut le faire d'ailleurs en cramant des choses, ça passe beaucoup mieux aussi. Donc on veut prévisualiser ça, on veut voir qu'est-ce qu'on crame, on veut voir qu'est-ce qu'on perd. Toi, je t'ai vu tortiller plusieurs fois là. Mais bien sûr, et d'ailleurs, donc tu peux y aller par rapport à moi, parce que c'est cette expertise-là que je suis venu vous amener. Du coup, c'est comment est-ce qu'on fait pour maintenant, de manière très concrète, voilà. Avec son client, on fait sa load sur Resolve, on la regarde et on la load avec sa petite garde. Tu peux aller exactement jusque-là. C'est-à-dire que le format des luttes que la caméra prend, ce sont des luttes cubes, c'est-à-dire le format natif de sauvegarde de Resolve. Donc DaVinci Resolve, c'est une solution. Sony en a d'autres, Catalyst. Voilà, et on a des tonnes de solutions de post-production qui existent à base de Scratch, à base de tout ce qui peut étalonner globalement. Il y a Firefly là qui fait une solution maintenant pareil qui est gratuite aussi, qui n'est pas encore lancée là, mais qui permet de générer des luttes. Et de manière générale, le constructeur Sony nous fournit directement un outil de génération de luttes. Hein, c'était l'ancien RawViewer qui est maintenant devenu Sony Catalyst et qui permet de générer des luttes avec son éditeur interne à lui. Alors, on peut faire moins de choses avec Catalyst que ce qu'on peut faire avec une solution complète d'étalonnage. Ça paraît logique aussi. Maintenant, il faut se poser la question, c'est est-ce qu'on a besoin d'aller aussi loin que ton étalonnage final? Probablement, c'est difficile à dire en début de production. Donc. Mais avec la nouvelle Sony, on cherche sa lutte, on reste avec son client, et on met un tétradec, et lui, avec son écran derrière. Ben, c'est ça qui est bien, c'est que tu n'es même pas obligé d'avoir des tétradec. Tu oublies complètement. Ah, tu dis juste la liaison vidéo, pardon. Ouais, ok. Ouais. Ça existait avant dans le cinéma. Il y avait les T-Cube qui faisaient ça. C'était des boîtes à lutte. Déjà, ouais, la boîte elle coûte 5000 balles, juste. Tu as un SDI en log dans l'entrée et ça sort lutter de l'autre côté. C'était assez complexe à mettre en place et à gérer. Maintenant, la caméra peut le faire elle-même. C'est-à-dire qu'on peut lui donner les luttes. C'est vraiment le menu file. Il y a un fichier importé qu'on les met sur la carte SD. On charge ces luttes dedans. On peut les nommer, leur donner des petits noms pour les retrouver. Et probablement, sur un tournage, il y en a 4 au maximum. Hein. Une fois que vous avez fait intérieur jour, intérieur nuit, extérieur jour, extérieur nuit, vous avez la plupart des ambiances de votre film. Peut-être il y aura une séquence rêve spéciale à rajouter, et voilà, l'un dans l'autre, on a le gros de ce qu'on veut avoir sur notre caméra. Quand on attaque sa lutte avec une solution d'étalonnage, c'est extrêmement puissant. Et ça vous demande aussi d'être étalonneur. Donc ça, c'est pas un truc que personne vous demandera d'être, spontanément. Ça veut dire peut-être qu'il faudra travailler avec un étalonneur. C'est très courant en fiction.
beaucoup moins courant en documentaire, où on va arriver déjà à marchander d'avoir 4 jours d'étalonnage, on est déjà content. Si en plus tu dis qu'il faut rajouter un jour avant le tournage pour commencer à tourner, et ça frictionne toujours au niveau des budgets. Et on le sait, c'est comme ça que ça se passe. Donc bon, admettons, tu te démerdes avec des looks connus. Il y a des looks qui sont connus. On a déjà plusieurs looks qui sont intégrés dans la caméra. Vous avez des luttes dites 709, et là on en trouve deux variantes, la 709 et la 709 type A. J'ai le droit de dire de qui ça vient ou pas? Ils sont plus là, j'en souviens. Type A, c'est Harry en fait. Ils l'ont appelé type A, donc c'est le look de la 709 Harry qu'on peut choisir. Donc elle a un look différent de la 709 vidéo. On a déjà une sensation différente, mais ça reste quelque chose de très clair. On a des hyper gamma dedans aussi. Tout ça, en fait, ce sont des courbes gamma dans le menu gamma, mais en réalité, c'est pas autre chose que des luttes. Elles gèrent de manière différente les basses lumières et les hautes lumières. Voilà. Et voilà, donc ici, bon, vous n'avez pas les affichages sur le côté qui sont encore plus intéressants à regarder. Il faudra se rapprocher un petit peu justement des caméras. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, de la FS7 jusqu'à la F65 chez Sony, voilà, on a un outil commun ici, là-dedans. C'est que c'est le même gamma de base, le S-Log3, on le retrouve partout. Et ça, c'est hyper utile. Ça veut dire que du coup, on peut développer des solutions dites génériques. On peut avoir des looks caméra, vous pouvez les développer, les partager sur le web. Une lutte, c'est une lutte. C'est un fichier de texte, c'est un XML qui pèse quelques kilo-octets, quoi. Donc ça, c'est une option aussi. Ouais, je mettrai pas des parties intimes de mon corps sur le bio pour vérifier que au iota près c'est ça, mais le gros de l'image sera là, ouais, carrément. Parce que la S-Log 3 elle a une caractéristique. Voilà, elle a une pente donnée, un point noir donné, il y a un passage par le gris moyen, il est pile à 41%, il est là où il faut. Voilà. Les capteurs sont pas les mêmes, donc c'est pour ça qu'il se peut qu'il y ait des mini-variations. Encore qu'entre FS7, F5 et F55, c'est exactement la même structure de base, c'est le même châssis à l'origine. Donc après, il y a des petites variances, il y aura peut-être 1% de plus de pixels morts sur le capteur de la FS7, mais pas un truc qu'on va voir au quotidien. Ce que vous allez voir, du coup, c'est la dynamique est la même. C'est pas pour rien que c'est les mêmes chiffres à 14 diaph, c'est parce que c'est le même capteur. Et ça aide vachement. Hein. Ben oui, du coup, c'est pas inintéressant comme question, parce que qu'est-ce qui se passe si vous utilisez justement un enregistrement type 709? Concrètement, vous êtes en train de pré-cuire une lutte 709. On la pré-cuit, on enregistre comme ça. Le fait de la pré-cuire, les décisions sont faites, on n'a plus les 14 diaph. Donc typiquement, le 709, il bloque à 800%. Il n'est pas à 1450%. Il bloque à 800%, et plus important, le 709, il y a 100% d'à peu près normal, et puis 700% de compressé très agressivement de haute lumière. Et ça, c'est fait, c'est irréversible. Et le gain est appliqué, la balance des blancs est appliquée. Donc on est dans quelque chose qui est moins flexible, évidemment, en post-production. C'est comme tourner en inversible. L'hypergamma, c'est la même chose que le 709. Les limites sont un peu différentes, le type est différent, mais c'est de la cuisine. On va en cuisiner. La seule manière de ne pas cuisiner cette image, c'est de la garder en log ou idéalement en RAW. C'est ce qui se rapprochera le plus de la non-cuisine. RAW, c'est un terme qui veut dire cru en anglais aussi. Donc c'est pour ça que les Anglais choisissent bien ce terme to bake, hein, cuisiner le look. C'est assez explicite, j'aime bien l'image. Oui, bah exactement. Ouais. Alors, les premières raids ont énormément souffert du non-savoir-faire en débayerisation. Les TSF Data, quand ils ont chopé la première fois la raid, ils ont foutu au cul du SDI, ils ont foutu un oscillo, ils ont mesuré 6 diaph, quoi. Ça, c'était vraiment très grossier, ça n'a pas duré non plus. Et TSF Data est devenu un des meilleurs centres d'expertise sur ce genre de choses depuis. Mais il faut bien se replacer en 2006, quoi. C'était absolument pas connu, quoi. Et la raid a beaucoup souffert de ça en premier lieu. Le capteur n'était pas si mauvais que ça non plus au début de la chose, juste on savait pas le faire. Et si vous débayorisez des rushs de l'époque avec une débayorisation moderne, ils sont meilleurs aussi. Il y avait moins de savoir-faire sur la débayorisation. Ça, c'est assez étonnant d'ailleurs. Bah, ça, c'est marrant parce qu'il y a un constructeur, vous connaissez peut-être, c'est Blackmagic, ils ont sorti une Pocket. Ça, c'est du RAW 12 bits et c'est fou, il y a moins de dynamique que dans un 5D en H264. Et ça vient peut-être des limites du capteur aussi. C'est-à-dire qu'il y a une truc... Par exemple, potentiellement, le RAW 16 bits des Sony, il peut produire 16 diaph de dynamique. Un bit, c'est ça. Hein. Quand on rajoute un bit, on multiplie par 2. Exactement. Hein. 0,1, ça fait deux possibilités.
0,1, etc., ça fait 4, 8, 16, 32. Donc la lumière travaille pareil. Une bougie, deux bougies, quatre bougies, 8, 16, 32, 64. C'est très facile de dériver la dynamique potentielle d'un système d'enregistrement, s'il est linéaire en tout cas. Il faut que ce soit linéaire, bien sûr. Donc on peut avoir 16 diaphes, mais en pratique, il n'y en a que 14 qui sont exploitables. Donc ils sont écrits sur 16 diaphes, voilà, ils sont décrits tels quels, et puis en bas, c'est que du noir, ou que du bruit au choix. Je sais pas si je suis à ma place ici. Il y a Canon qui a sorti une caméra RAW qui s'appelle la C500. La C500, quand vous regardez les specs, c'est du 10 bits RAW, 10 bits linéaires. Ça veut presque rien dire. C'est-à-dire que le gain est déjà préappliqué, il faut faire le gain, il faut faire la balance des blancs avant que ça devienne du RAW. Donc il est non débayorisé, mais on lui a déjà appliqué le gain et la balance des blancs. Ça, c'est quand même chelou en termes de RAW. Et du coup, en tout, en potentiel, il peut sortir que 10 diaphes de dynamique de ce RAW. Ce RAW, il est à 10 diaphes. C'est du RAW, mais un RAW 10 bits. Et c'est pour ça qu'on applique le gain avant. On va d'abord choisir dans cette grosse échelle où c'est quand on se place, on préapplique le gain, et hop, ça devient du 10 bits RAW. C'est du RAW parce qu'il n'est pas débayorisé. Mais est-ce qu'il donne plus de latitude? Pas du tout. Il a vraiment fallu, dès la prise de vue, bien gérer, de faire rentrer dans nos 10 diaphes, parce que c'est la limite du fichier, quoi. Non, je pense que déjà à 12 bits, on fait pas mal de choses. Alors, on n'a qu'à voir les boulots qui sont faits dehors. L'Ariro, c'est du 12 bits. Hein. Tout le monde a tendance à oublier que l'Ariro, c'est du 12 bits. Et regarde, on en voit au cinéma des fichiers ARRI. Donc, est-ce que c'est inacceptable que ce soit pas du 16? Ça, je sais pas. De quoi? Ariro, on a mis longtemps. Ouais. Ariro, c'est resté très longtemps en ProRes, en fait. Mais c'est à cause du codex, des trucs pourris qu'il fallait avoir derrière. Mais maintenant que c'est l'Alexa XT, franchement, on en voit un peu plus aussi. Les gens ont pris la mesure. Alors pour le coup, les gens de Red et les gens de Sony ont beaucoup travaillé à rendre le truc plus démocratique. Chez Harry, c'était une galère de faire du RAW aussi. Hein. Vraiment une vraie galère physique et fonctionnelle. Ils n'ont pas de compression, par exemple, sur le RAW. Donc ça va qu'ils sont en 2K encore. Et encore qu'avec l'OpenGate, ça commence à faire des gros fichiers. Il n'y a pas de compression du tout. C'est énorme. Une des raisons pour lesquelles ils sont restés en 12 bits. Ça, c'est pas vraiment un débat dont on a vraiment une grande utilité ici. Et maintenant, par exemple, l'Alpha 7, il fait SLOC 2. Comment est-ce qu'on peut travailler si on a une FS7 et un Alpha 7, par exemple Ouais, ça va être un peu le bordel, ouais. Là, du coup, il faut avoir 2 luttes dans votre trousseau. Alors concrètement, vous allez faire, du coup, il faut une lutte SLOC2 to 709 pour l'Alpha 7S. Et que malheureusement l'Alpha 7S n'a pas intégré à lui, il n'est pas capable de sortir 2 types de vidéos différentes. Mais quand vous la rentrez dans les solutions d'étalonnage, vous allez du coup choisir une S-Log2 to 709 dans la direction. Et puis pour les images qui viendront de la FS7, il faudra prendre une S-Log3 to 709. Et au final, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce seront des luttes de conversion. Elles vont convertir l'espace de couleur, S-Log2 ou S-Log3, elles vont tout amener vers un 709 commun, à référence commune. Donc c'est là que le raccord il viendra. Il viendra de là en fait. Il viendra du bon usage de la bonne lutte. Et les luttes elles sont vraiment nommées. Hein. Est-ce que vous voulez que je vous montre DaVinci Resolve? Qu'est-ce que j'ai encore ici à vous? Voilà, on s'en fout là. Hop. Si on regarde les. Vous connaissez DaVinci Resolve? Est-ce que vous le connaissez en 4K? Sérieux? Le menu il va jusque là quoi. J'ai fait ça pour frimer, mais maintenant je regrette un peu parce que j'y arrive même pas. Mais si je me fais un petit reset ici, vous m'entendez normalement, c'est ça? Donc si je fais un reset all grade, voilà, on a un log ici qui arrive. Donc là en l'occurrence c'est du S-Log3. Alors le RAW, souvenez-vous, je vous ai dit c'est la Rolls. Le Rolls, pourquoi? Parce que rien n'est appliqué dessus, on a le linéaire encore, on a les 16 bits linéaires. Donc ici je vais très arbitrairement choisir, voilà, je me décode ça, hop, en S-Log3. Et c'est un choix que je peux faire ici. Si j'avais enregistré sur les cartes, S-by-S ou les cartes XQD, évidemment, je n'aurai que de la vidéo en log, il sera comme ça. J'aurai plus la réversibilité de ce choix. Néanmoins, j'ai des images dont je connais la typologie. C'est du S-Log3 ou du S-Log2, ce qui vient de l'Alpha 7S. Donc, je peux venir prendre cette image qu'il y a ici et je peux y appliquer une lutte dessus. Alors, ces luttes-là, les luttes de conversion, elles sont très démocratisées. DaVinci Resolve, vous le téléchargez, ça coûte 0 € et ça arrive tout packagé avec toutes les luttes. Pour Harry, pour Red, pour machin, voilà, c'est là, les luttes sont présentes. Tout ça, ça a du sens. Hein, c'est très bien. Si vous voulez rentrer dans Final Cut Pro, il y a un truc, le Buddy, voilà, c'est pas complètement gratuit, c'est pas complètement parfait, mais voilà, on peut du coup trouver des trousseaux de luttes comme ça à appliquer sur les images qui vont nous permettre d'avoir le raccord. Donc ici, j'ai mon image là, elle est en S-Log. Voilà, je vais la convertir en 709. Je vais venir choisir sur un écran tout petit, voilà, hop, j'ai mes luttes Sony, voilà, hop, tac.
Donc là, je vais venir convertir ce qui est ici le log, je le convertis en 709. On a toujours à ce moment-là de la flexibilité. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire ici, comme je l'ai fait à cet endroit-là, je peux venir rajouter une node avant. Donc si j'arrive à faire ça à une seule main parce que je tiens un micro, voilà. Donc j'ai ma lutte de conversion ici. Hop. Je vais mettre une Sony et j'ai fait un clic droit encore plus loin. J'arrive encore moins à voir ce que je fais. Voilà, j'ai ma lutte ici. Mais ce qui est bien, c'est que je suis maintenant l'étalonneur de ce film. Donc sur le plateau, on a vu une image comme ça. Et de manière très intéressante à noter, pour bien faire, on a utilisé LutBuddy et le monteur a vu son image comme ça aussi. Vous voulez pas que votre monteur et votre metteur en scène s'habituent à cette image en log. Ça, c'est une des pires catastrophes qui est arrivée dans ce début du XXIe siècle. C'est l'arrivée d'Arri Alexa et du log C, quoi. Et on a commencé et le log fut partout. Parce qu'il y a un moment, tu passes 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines avec tes images en montage, elles sont toutes flat, mais le cerveau s'habitue aux choses, hein, et il s'habitue très bien. Va lui vendre du contraste après. Ça devient dur quand t'es chef-op ou tu passes derrière ton metteur en scène qui fait « Ah non, mais c'était beau, c'était poétique, tout ça. » Voilà, bref. Donc, voilà, c'est pas forcément une bonne chose de les habituer à ça. Donc, ils a vu ça. Et puis, bien sûr, cette image, je la regarde. Et ça, c'est le micro-salon de l'AFC. Hein. C'est pas une image que j'ai préparée. J'ai littéralement ouvert ça ce matin sans vraiment regarder. Mais déjà, ça tombe très bien ici. Je peux voir dans cette image que, bon, j'ai une face qui est bien ici, mais un arrière-plan qui crame un peu. Je sens que je suis un peu à la limite de ce que peut produire. Historiquement, j'aurais pensé ma caméra. Et en fait, ici, non, c'est la manière dont le fichier est. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai une lutte qui, en fait, m'affiche ça. Cette lutte, elle bloque à 800%. C'est ça, par définition, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient tronquer dans cette large dynamique, elle vient tronquer une zone qui est visible pour que j'ai un contraste visuel. Alors maintenant, là, je peux le travailler. Mais là, parce que je suis étalonneur. Attention, hein, j'ai changé de casquette, je suis maintenant étalonneur, je suis plus chef opérateur, et je vais pouvoir venir ici, et peut-être je viendrai en amont de la lutte, venir travailler cette quantité de matière qu'il y a ici. Et il y a des tonnes de corrections qu'on peut faire, et je ne vais pas rentrer dans un cours d'étalonnage, évidemment. Mais donc voilà, si je récupère ici sur mes lumières, je vois que je peux récupérer une matière qui est derrière, qui devient tout d'un coup riche. Elle était cramée, elle redevient riche. Ce faisant, malheureusement, j'arrive à l'erreur que je vous racontais tout à l'heure. On se dit, ouais, c'est du log, c'est bon, on a plein à gagner. Mais non, on n'a pas à gagner, parce qu'on a une face maintenant qui se bouche. On a baissé le gain dans l'image. Donc il faudra essayer de faire une espèce de mix un peu bizarre. Donc les étalonneurs aiment bien travailler à deux mains. Et c'est pas pour rien. Ils ont une main gauche sur les ombres, une main droite sur les hautes lumières, et les pouces qui travaillent entre les deux, et donc ils peuvent ajuster l'image en travaillant. Il se peut que peut-être en baissant les hautes lumières, en remontant un peu les moyennes, on puisse trouver un équilibre là-dedans. Et il se peut que ça sera un traitement plutôt un masque. Ils vont générer un petit masque ici, faire une correction différente sur une seule zone, ils vont pouvoir sauver le coup. Mais déjà, à la base, quelqu'un a fait une erreur. Quelqu'un a fait une erreur, en fait, en ne pas mettant le projo qui aurait débouché la face comme il faut, et tout en préservant notre arrière-plan. L'erreur est réversible. Et c'est vrai, on a 14 diaphes de dynamique. C'est la latitude, quand on vous dit « Ah, mais c'est bon, on a plus 3, moins 3, plus 2, moins 2. » Tu peux te planter de 5 diaphes, tu te rends compte, c'est un plus 3, moins 2. C'est la folie furieuse. Mais se planter de 5 diaphes, ça veut dire que quelque part, quelqu'un va se taper le taf de remonter ces 5 diaphes. De faire une découpe, un masque, qui peut être mal fait. Et si on commence à avoir... on fait un masque dessus, et puis le masque déborde. Je peux vous montrer ici, on le fait direct, hein, en live. Je chope une nouvelle node, allez-y. Une node ici qui vient corriger mon masque. Alors, je vais balancer une petite forme dedans, on va la faire très très violente et très bourrine. Hop, je cale ça ici. Voilà, hop, et on va dire que j'ai traqué le truc. On va rendre plus lumineux. Et puis là, on a un masque mal fait. Ouais, ça c'est trop mal fait. Allez-y, quelque chose comme ça. Non, allez. Soyez gentils, je fais ça à une main. Voilà. Donc j'ai ici un cas typique de masque qui laisse une trace parce qu'il déborde sur le fond ici. Alors il faut commencer à décontaminer, s'arranger que les masques, s'occuper pas des trucs. Tout ça c'est du taf, et tout ça c'est faisable. Ça l'est, je vous promets. Est-ce que ça sera fait? Il faut avoir le budget. T'as 52 minutes, on te donne 2 jours d'étalonnage, oublie ça. T'as pas un truc comme ça qui traîne dedans. C'est pas possible. Ça fait 300-400 francs plan par jour. Si tu passes 30 minutes sur un plan, tu fais l'équation, il y a un problème mathématique là-dedans. Il n'y a juste pas la place. Donc avoir 14 diaphes de dynamique, c'est très bien quand tu as le temps et l'argent pour le faire. Les producteurs sur des plateaux, plutôt que modifier un projet sur un artiste, il regarde sa montre parce qu'il doit y aller, il dit laisse, touche pas la lumière, on fera ça. Eh ben, C'est plus en plus souvent. Voilà, ça c'est très courant. Et en fait, de manière éduquée, pour être tout à fait honnête, je trouve pas ça inacceptable. Il y a des installs, voilà. Moi, je préfère faire installer beaucoup de projos et les éteindre, parce que ça prend pas de temps. Si tu manques un projo, ça prend une demi-heure. Cette demi-heure, tu peux choisir. Est-ce que tu le fais quand tu as un chef-op, un étalonneur en post-prod, ou est-ce que tu le fais quand tu as 40 personnes sur un plateau?
Là, j'ai jamais eu 40 personnes sous ma direction, mais mettons 15 personnes, ça m'arrive régulièrement. 15 personnes sous ma direction, sur un plateau, et ça, si, voilà, ça coûte plus cher. Donc c'est là, si le producteur dit on le fera en post-prod, toi tu dis ok, fine by me, par contre je veux cette demi-heure-là. Évidemment, arrivé en post-prod, il a toujours oublié. Mais c'est bien, c'est un argument que tu peux lui opposer au moment où toi tu dis écoute, non, tu me donnes 4 jours, moi il m'en faut 6. Et tu le marchandes comme ça. Tu dis, écoute, on a plein de trucs. Souviens-toi, on avait ce projet à remettre. Et sûrement, ça sera pas ça le plus lourd, parce que ça, c'est vraiment rapide à mettre. Un projet virtuel sur une zone, c'est plus rapide. Mais tu gagnes des jours, tu marchandes des jours d'étalonnage. Quelqu'un est producteur ici ou pas? Je vends mes astuces, là. Bref. Comme vous l'avez vu, j'avais cette liste de luttes ici. Donc, si on va commencer à avoir des espaces sources différents, ça sera aussi possible de se dire, je prends le S-Log2 de l'Alpha 7S, je le convertis en 709. Du coup, tout ce que je regarde ici, n'oubliez pas que je le regarde via ma dernière node. Là, c'est ici que la transformation finale du S-Log vers le 709 est faite. Donc on peut même avoir plusieurs variétés de S-Log, elles finiront toutes dans un 709 légitime. Et ça, c'est bien parce que c'est notre espace de diffusion. Il en existe d'autres, hein. On peut mettre du S-Log vers du DCI-P3 par exemple. Si vous faites un film pour le cinéma, ce serait le bon sens de prendre plutôt l'espace de couleur du cinéma. XYZ, P3, voilà. Il y a une histoire de cohérence de logique. Si vous travaillez pour la télévision, c'est le 709. Et plus tard, quand on fera du 4K, ça sera du Rec 2020. Et donc voilà, ça c'est les normes, il faut juste les connaître et elles sont dans les trousseaux. C'est ça le but, c'est de les avoir dans les trousseaux à votre disposition pour pouvoir travailler. Et donc, moi, le travail que j'ai fait ici, je l'ai intelligemment fait avant ma conversion. Et ça me permet du coup de pouvoir utiliser même des S-Log différents au tournage. Ça va marcher. Est-ce que, en faisant des essais, on va se rendre compte qu'il n'y a pas un micro-quart de pouillame à gauche ou à droite qui bouge? J'avoue que c'est quand même ça, il y a des grandes chances. C'est possible, rien n'est parfait dans ce monde ici. Les luttes sont assez en général, il y a 33 points de correspondance. Donc, c'est pas exclu qu'entre 2 points, sur 1024 de hauteur, qu'il y ait une petite variation infime, ça c'est possible. Mais ça, c'est pas un truc qu'on verra sur le terrain. Et je sais que c'est bien d'être précis et être exact, et surtout en tant que chef opérateur, on aime bien l'exactitude et la méthode, la précision, mais vous serez jamais à ça près. Ça, c'est pas un truc qu'on regarde. Parce que c'est totalement arbitraire, hein, ça reste des sensations. Hein, comment est-ce que je dis? J'ai une image, si vous faites le ménage dans la maison, s'il y a un tas de poubelles partout, commencez pas par brosser l'entre-deux carrelage à la brosse à dents. On va d'abord enlever le bordel, puis peut-être voilà, rentrer progressivement dans les détails. Ces choses-là ne seront probablement jamais visitables. Jamais. Si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce que ça vous paraît correct? Vous avez des questions sur les luttes encore? Déjà, ce mot lutte, lookup table. C'est la notion de table de correspondance. Et il y en a malheureusement de multiples qui travaillent en même temps. On les trouve partout. Donc ce qu'on appelle le gamma, je choisis un gamma S-log, en fait, c'est une lutte qui va convertir les 16 bits linéaires du capteur vers du logarithmique. C'est ça qui va créer ma courbe de gamma. Et puis j'ai ce S-log et il est regardable sur mon écran. Donc j'aimerais bien le voir dans d'autres conditions. Je vais appliquer une autre lutte, distincte, qui est une lutte de loot. Celle-là, elle ne change pas la profondeur de couleur. Elle va rester 1024, mais c'est une nouvelle table de correspondance qui va me changer ce look-là. Probablement me recoller le noir, me remonter le blanc, peut-être écréter un peu du blanc, tant pis. C'est comme ça, hein, on ne peut pas tout afficher, donc on ne l'affiche pas, si on ne peut pas. Oui. Alors, non, non, toi tu as levé tout à l'heure. Par rapport justement aux luttes d'affichage, bien sur la 5, on peut choisir les sorties SDI par rapport à ça, sur le moniteur. Ouais, alors sur la FS7 c'est un peu plus primitif, sur la F5 et la F55 il y a la notion de main et sub. Donc du coup voilà, on a en fait sont liés ensemble le main et l'enregistrement. Donc les sorties principales et l'enregistrement sur les cartes sont liés ensemble, et la sortie sub et la sortie HDMI sont liées ensemble. Donc et le troisième, le viewfinder aussi est tout seul. Donc concrètement il y a 3 endroits où tu peux changer les moniteurs LUT. Donc tu peux décider que ton enregistrement et ta sortie main qui va aller peut-être vers un oscilloscope seront sans LUT d'affichage, hein, moniteur LUT off. Et puis ta sortie sub et ta sortie HDMI, ça te fait 2 écrans quand même que tu as déjà de base sur la caméra. 3 écrans que dis-je, parce qu'il y a 2 BNC de sortie sub, donc tu peux brancher deux écrans en BNC SDI plus un écran HDMI qui eux vont recevoir la lutte d'affichage. Et ça tu peux distribuer vers tout le monde, hein, même tes comédiens. Si tu veux avoir vidéo village comme les Américains, c'est faisable quoi. La lutte sera appliquée et tu n'es même pas obligé d'avoir quelqu'un intermédiaire pour l'appliquer, un T-Cube, un truc comme ça. Elle sera appliquée dans la caméra. Et le dernier, c'est le cadreur. Et il se peut que le cadreur, lui, du coup, sur des scènes en basse lumière, il soit peut-être très content d'avoir du log. C'est aussi étonnant que ça puisse paraître, parce que du coup, on voit partout. Pas très bien,
tout est un peu flat, mais quand il n'y a pas grand-chose à voir, peut-être on en voit plus. Sur la PC, il y a aussi des sorties SDI. Oui, voilà, il y a la sortie SDI, en fait, techniquement, il y a 2 sorties SDI en plus. Voilà, et donc c'est un peu plus primitif, parce qu'il n'y a pas les 4 sorties main sub, mais on a quand même la possibilité d'avoir un moniteur LUT. À savoir de distinguer l'enregistrement de la sortie vidéo. Ça, c'est vraiment super utile. C'est un truc, moi, sur la C300, que j'arrive toujours pas à comprendre comment ça, c'est pas possible. Je peux le faire avec mon 5D Mark III avec Magic Lantern. J'appuie sur REC, ça me bascule le truc, je rappuie, ça l'enlève. Pourquoi est-ce que je peux pas faire ça avec une C300? Ça me... Mystère, quoi. Et ça. Non, bah, c'est nul en fait de venir parler pour Sony et tracher sur un produit concurrent, donc je vais pas le faire. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des goodies de ce truc-là. Pas tout le monde sait le faire. On peut choisir de l'afficher ou pas afficher. Voilà, c'est pour ça que cette lutte-là, particulièrement, elle s'appelle la monitor lutte. Et le terme, en fait, on a le gamma. C'est plus la fonction gamma d'une caméscope analogique. Il se trouve que maintenant c'est une lutte, mais on l'appelle le gamma parce qu'elle est l'équivalent de notre émulsion. Est-ce que c'est une émulsion positive, une émulsion négative? Ça parle à tout le monde, ça. Et ensuite, on a le monitor lutte. Et le monitor lutte, lui aussi, ça parle. C'est fait pour monitorer. Alors, il faut bien prendre conscience qu'on peut enregistrer avec un monitor lutte aussi. Ça, c'est aller plus loin encore dans cette étape-là. C'est faire de l'archi méga positif. On utilise un monitor lutte et on va carrément l'enregistrer dans les fichiers. Et ça a beaucoup de sens si vous faites du RAW, par exemple. Vous avez un enregistreur RAW qui va fabriquer des téraoctets de rush qui seront lourds à trimballer. Et si vous voulez monter depuis ces rushs-là, il faudra les garder online avec la station de montage, qui doit être puissante en plus pour tirer ces téraoctets depuis les disques durs. Et donc probablement, c'est pas ce que vous ferez. Et personne ne monte online avec les rushs. Même, si c'est très court, j'en sais rien, mais voilà, en général, on génère des proxys. C'est la méthode qui est utilisée en post-production. Les rushs sont accueillis par la boîte de post-prod. On génère des proxys en appliquant la lutte dessus pour que le monteur et le metteur en scène soient bien dans leur histoire avec leur look d'affichage aussi et pas le log. Alors, il y a possibilité, quand on fait du log, d'avoir une lutte d'affichage au montage. Là, ce que je parlais à l'instant, c'est un petit peu différent. On est en train de monter du RAW. Et bien sûr, ce n'est pas les fichiers RAW qui sont montés, on va monter des fichiers proxy. Alors, ce que typiquement les gens font, ils vont accueillir ça dans une solution comme ça logicielle, appliquer la lutte, peut-être même faire quelques mineurs ajustements, hein, tout dépend du temps qu'on a en Assistana à l'accueil des rushs, et puis exporter de nouveaux fichiers, qu'on appelle des proxys. Mais c'est pas inintéressant de remarquer que cette caméra peut faire des fichiers vidéo aussi. C'est pas qu'une caméra RAW, elle fait des fichiers vidéo, et elle peut incruster les luttes aussi. Donc c'est une très bonne solution de se dire, du coup on rec toutes les images en double, sur le RAW et sur les cartes. Et j'ai testé ça plusieurs fois, ça marche du feu de Dieu avec la F5, la F55 et la F7. Et ça marche pas avec la FS700, qui elle perd le timecode, parce que la FS700 elle fout pas le même timecode, c'est complètement con, les mêmes noms de fichiers, pardon. Le timecode est le même, mais les noms de fichiers sont pas les mêmes, et donc c'est un peu plus compliqué. Il faut relinker au timecode et pas au nom de fichier. Mais cette caméra, elle peut fabriquer avec l'enregistreur RAW littéralement les mêmes noms de fichiers, les mêmes numéros, les mêmes digits, les mêmes codes, tout ça et tout. Et donc ça, c'est vraiment énorme. Vous importez que les rushs type XDCAM, c'est du MPEG 250, ils ont la lutte appliquée, c'est une lutte d'affichage, mais on parle d'affichage, ici on parle de faire du montage avec les proxys, vous montez tout ça, à la fin du machin, vous exportez juste un XML de la timeline, vous rentrez ça dans Resolve, et il reconnecte sur tous les médias RAW, et c'est absolument prodigieux, c'est vraiment très, très utile à utiliser. Donc c'est pour cette raison-là que vous pouvez enregistrer votre lutte d'affichage, on peut l'utiliser pour vraiment cuisiner l'image et enregistrer cette image cuisinée, finale. Ouais, ça c'est l'énorme problème du coup. Il y a des méta qui passent et il y a très peu de solutions qui sont capables de récupérer les luttes. Ce qui est vraiment utilisé actuellement en production, c'est d'accompagner les rushs avec le fichier lutte. C'est un fichier cube. Voilà, souvent ça c'est ce qui est fait le plus en fiction en tout cas. Voilà. Ah, physiquement, tu as un petit fichier. Là, ça serait du rapport de script. Voilà. Il se trouve que c'est dans les méta en fait. Les métadonnées sont très complètes. Et si vous ouvrez avec Catalyst par exemple, l'éditeur de Sony, vous verrez un gros éventail de métadonnées. On peut voir là-dedans un paquet de choses, quoi. Le problème c'est que voilà, ça lui oblige du coup lui à devoir lancer Catalyst, revoir le rush, tout ça, ce qu'il ne fera pas faire. Le monteur fera comme il fait d'habitude, il va consulter le rapport de rush et puis ça sera marqué dedans. C'est en général comme ça que ça se passe, mais c'est plus de la méthodologie. Voilà. Je crois Avid gère les métadonnées maintenant assez bien. Donc de tous les softs les plus avancés dans les métas, je crois que c'est Avid. Première est très avancée sur les options d'import-export. Ils ont fait un boulot, ils sont loin devant tous les autres, mais ils supportent pas très bien les métadonnées encore.
Et c'est vraiment l'enjeu du futur, les métadonnées. Hein. On est face à des trucs. Le futur de la diffusion va être totalement métadonné. Il va y avoir un rush qui sera typiquement justement en log sur un serveur. Et vous commandez un PAD de ça. Moi, je veux faire un DCP ciné. Vous cliquez les coches, tac, tac, tac. Et c'est que de la métadonnée et les fichiers sont générés avec des luttes. Ça, c'est vraiment l'avenir de la diffusion. Donc ça va remplacer littéralement ce que font les labos là, actuellement quand ils créent les PAD. Quoi. Je sais pas si quelqu'un fait partie d'un labo là. C'est vraiment l'avenir du truc. Mais c'est pour l'instant pas très bien supporté au niveau caméra. Quelle est la différence entre le S-Log 2 et le S-Log 3 de latitude par rapport à Non, les deux ont exactement 14 diaph de dynamique. Le S-Log 2 a été conçu vraiment, ils ont étudié, c'est un gros travail scientifique là-dessus, cognitif. Ils ont vraiment étudié le meilleur ratio entre voilà comment décrire cette lumière. C'est pas juste, et là j'ai fait un joli petit schéma qui prend le tout et qui le rend petit, mais en fait il faut choisir plein de choses là-dedans, notamment où est notre gris moyen. Le gris moyen, il faut que perceptuellement, il faut qu'il soit à mi-chemin entre le noir et le blanc. Et on sait très bien que dans la lumière, comme rien n'est linéaire, ça sera jamais à mi-chemin. Ça va être en dessous, loin en dessous, 18% a priori. Donc on appelle ça un gris 18% aussi, c'est l'autre terme de ce truc-là. Et bon, le fruit de la science est arrivé du coup à, idéalement, il faut que sur le signal vidéo, post, gamma, etc., tout ça, ils sont arrivés à 32%. Et 32%, c'est la hauteur du gris moyen en S-Log 2. Et c'est ce qui donne la meilleure qualité d'image. C'est le meilleur compromis entre pas trop de bruit dans les ombres, une bonne dynamique, etc. Et ils sont arrivés à cette conclusion-là. Pas de bol, le 709 a son gris moyen à 40%. Et donc ça donne énormément de faux... C'est très bizarre. L'image paraît plus sombre en S-Log 2, elle paraît physiquement plus sombre. Elle ne l'est que conceptuellement, parce qu'on parle finalement presque de données, hein, on parle en tout cas d'une manière... Si on assume que le gris est bien supposé être à 32%, il est à la bonne place. Mais néanmoins, avec ton cerveau, tu vois ton image, elle paraît plus sombre. Et donc c'est plus fort que toi, tu te dis, j'ai envie d'ouvrir. Et plus fort que ça, il y a des outils maintenant qui existent, les vues en fausse couleur par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, qui vous repeignent en vert fluo tout ce qui est à 40%. Donc cet outil-là ne devient plus utilisable du tout. Harry, quand ils ont développé leur log à eux, ils avaient choisi de mettre le truc à 40%. Et c'est pas con en fait quand ils y pensent. Ils ont utilisé le log Cinéon, qui était fait pour scanner des pellicules. Et il est vraiment chelou ce log. Hein. C'est le S-Log 3 en fait, entre parenthèses. C'est-à-dire un log qui décolle mais comme un bourrin des ombres et qui derrière devient complètement plat pendant des kilomètres. Et ça allait très bien pour les émulsions de type pellicule. C'est moins optimisé pour un capteur. Mais il a un avantage très concret, c'est que le gris moyen s'articule autour de exactement 40%. Donc si vous passez de S-Log 3 à 709, tac tac, si vous avez une zone qui est gris moyen, elle va rester gris moyen. Elle va ni monter ni baisser en luminosité. Et ça, il y a un côté fonctionnel là-dedans qui est utile. Et le fonctionnel l'a emporté là, pour le coup, avec cette caméra, avec la FS7, le fonctionnel l'a emporté sur la qualité pure. Et c'est pas forcément bête. Il ne faut pas oublier que faire une erreur de pose, là on parle d'un diaph entier quand même, hein. Donc se tromper d'un diaph, peut-être c'est pire que le petit rapport signal-bruit calculé au pouillème de quart de cheveux en puissance de 2. Si je puis dire. Ils vont le rajouter sur le S-Log 2, donc à terme il y sera. Voilà. Sur la FS700 que moi j'utilise, le S-Log 2 est totalement inutilisable si on ne pose pas en route. Parce que moi j'ai énormément de mal à étalonner. Ouais, j'en ai sorti pas mal quand même. Franchement. Il faut gérer comment parce que la manière la plus simple, si tu veux. C'est quand même un codec qui n'est pas terrible au départ, donc même en le mettant en ProRes, on a une attitude qui n'est pas terrible. Ouais, justement, le S-Log 2, il est bien optimisé pour ce genre de sortie-là. Franchement, il encaissera très bien. Et au niveau de sa répartition, il est pas mal. Vraiment, si tu veux te donner une bonne idée de comment poser en S-Log 2, déjà, il y a tu restes en standard, tu fais ta pose sur un gris moyen en standard et tu bascules en S-Log 2 pour l'enregistrement. Voilà, c'est extrêmement primitif de le faire comme ça, c'est laborieux, mais voilà. Et ça peut donner une bonne idée. Et tu vas voir, ton image, elle devient systématiquement plus sombre. Vraiment plus sombre, quoi. Et c'est très étonnant, cette démarche, elle est pas... Si à terme, on se rend compte ce qu'on fait, on garde plus d'informations. C'est exactement ce qu'on veut faire, tout va bien. On veut en garder plus. Mais c'est surprenant en tout cas, à l'usage. Quand on reste avec les PC100 et qu'on applique des bits via des logiciels, moi je utilise ouvert de temps en temps sur Final Cut, on se rend compte qu'on est sur 709 avec des explosions complètement libres. Même si on a l'impression d'exploser. Alors tu parles bien de la lutte Sony S-Log 2 tout 709. Voilà, c'est ça. Et donc... Non, ce sera la même. Dès qu'il y aura la S-Log 2, ce sera la même courbe S-Log 2 et tu auras le même truc aussi. Ça vient justement des gens qui vont donc regarder l'image sur l'écran, posée en log,
la chose que j'ai dit qui était une erreur. Donc, évidemment, tu essayes de rentrer tout ça dans certaines limites. Il faut que ça cale, tu vois. Donc, un truc pas trop bouché, un truc pas trop cramé. Et en oubliant que dès que tu vas appliquer la lutte 709, tout ce qui va dépasser 800%, ça sera crête. Et ça va devenir du blanc, hein, vraiment un magnifique 1024, 1024, 1024, et plus aucune information dedans. Et via du processus d'étalonnage, il va de soi qu'on peut récupérer ça, ce que j'ai montré ici. Puisque, bien sûr, on a le S-Log2, on a tout le capteur, il est là. Mais par contre, du coup, ton monteur, ton mettant en scène, toi-même pendant le process, tu t'es cogné un truc avec une lutte tout cramé, quoi. Et il faut revenir au S-Log2 et réexploiter ça. Donc c'est pour ça que je te donne ce truc de se dire, voilà, tu bascules en standard, tu fais ta pause comme ça, et tu prends vraiment une vraie carte Kodak, tu la cales, il faut que sur ton oscillo, si elle arrive pile à 40%, t'es gagné, quoi. Parce qu'en 709, en S-Log3, c'était le S-Log3, c'est vraiment la hauteur que doit avoir le grimoyant. Du coup, un documentaire, c'est beaucoup moins utile que de bosser en S-Log3. Le S-Log2, c'est beaucoup moins pratique. S-Log2 sera moins pratique. Le S-Log3, de toute façon, ne sera pas pratique non plus. C'est pour ça que tu veux une moniteur lutte. Tu gardes ça comme un négatif. Ok? Tu as un négatif. Ben non, en documentaire, le S-Log3. Le S-Log, c'est parfait en documentaire. Justement, le RAW, c'est compliqué en documentaire parce que les rushs pèsent plus lourd. Le S-Log3, les rushs pèsent ni plus ni moins lourd que du 709. C'est juste, c'est juste un look d'image. Ce look nous apporte plus d'informations, grand bien nous en fait, mais au niveau poids des rushs, c'est la même chose. Donc pendant le tournage, pendant la phase tournage, du moment que tu as une monitor lutte pour prévisualiser ce que ça donne en standard, t'es bon. Tu enregistres en 700, enfin en S-Log, tu veux garder le maximum d'informations de l'enregistrement, et tu as bien marchandé à l'avance que tu as 2 jours ou 3 jours d'étalonnage, idéalement, mais si tu les as pas, et si à la dernière minute on te dit ben non, tu les as pas, il te reste les luttes. C'est-à-dire que voilà, ça peut rentrer. Toi, tu parlais de film convert, il y a plein d'autres solutions, Lutte Buddy dont tu parlais toi, qui permettent d'appliquer une lutte comme ça de manière brute sur toute la timeline. Et si tu as fait l'erreur de poser en regardant que le S-Log et tu t'es planté, et des variations peuvent aller loin, parce que c'est vraiment très flat comme image, ben là, tout d'un coup, là, tu commences à peser très lourdement la question, mon Dieu, pourquoi j'ai pas d'étalonnage? Et tu peux pleurer et de toutes les larmes que tu veux. Si on te dit, il n'y a pas le budget, il n'y a pas le budget, il va falloir du coup te le taper seul sûrement, parce que tu vas falloir reposer tous tes plans. Alors que si tu les avais prévisualisés avec déjà une lutte, un monitor lutte, au tournage, tu as moins ce risque d'erreur, parce que tu as déjà vu ce que ça donnerait post-conversion. On peut quand même vachement facilement faire des erreurs en S-Log2 dont on n'a pas l'habitude. Moi, j'ai Et la hauteur du grimoire qui change, ça peut vraiment faire de... Voilà. Il est à 32%, ouais. C'est toujours de 0% à 1450%, hein. C'est les mêmes 14 diaph. Ils sont là répartis juste un petit peu différemment, quoi. Tu le colles à 40% en S-Log3 et à 32% du coup en S-Log2. Voilà. Et il y a beaucoup de gens sont venus me voir au début justement des F5 et F55, avant que le S-Log3 existe. C'est quand on mettait une caméra Arri à côté d'une caméra Sony, il y en a une qui paraissait un diaph plus sombre. Elle l'est pas dans l'absolu. Elle l'est, oui, si tu regardes le niveau sur le stylo, mais en même temps, ce gris moyen, il est plus bas parce qu'il est stocké plus bas. Mais quand tu appliques la lutte qui va ramener ça vers du 709, ça relève aussi. Il remonte. Et là, tu as vu, dès qu'on a basculé du log au 709, on revoit tout remonte. Donc il retrouvera sa place à 40% post-lutte. Donc c'est surprenant. Il faut vraiment le penser comme un négatif de stockage. Et ah là, ça cramait à mort parce que ben, pareil aussi. Du tout. J'ai pas touché au RAW là. J'ai fait une dévariation pour le mettre en S-Log, mais là je n'avais que du S-Log. Là, ce que tu vois ici, ça c'est le log. Alors il y a un fichier RAW au départ. Et comment est-ce qu'on fait pour exploiter ce fichier RAW? C'est quand on va venir ici dans les métadonnées, changer justement les ISO, les récupérer sur d'autres ISO, d'autres balances des blancs. Mais là j'ai rien fait de tout ça. J'ai récupéré une image brute en log, et elle est ni plus ni moins exposée, elle est say et c'est real deal. Imagine j'avais fait un rush en S-Log3, j'aurais eu la même chose. Exactement la même chose. Et c'est là où du coup derrière tu lui donnes le look que tu désires qu'il ait. Ce look là il est fait par manipulation de ce S-Log. Le RAW c'est une autre question, le RAW va plus loin là-dedans puisqu'on peut carrément changer. Et typiquement le RAW je peux le débayeriser de base en 709 si je veux aussi. Faire le montage avec le 709, puis quand ça arrive en étalonnage, hop je débayerise ça en S-Log pour avoir plus de matière pour le S-Log. Le RAW il est unanimement et authentiquement meilleur que le S-Log, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais voilà, quand on a une débayerisation qui est faite, c'est-à-dire que le RAW a été débayerisé en S-Log3, que ce soit ici dans la caméra ou que ce soit là dans l'ordinateur, une fois que c'est fait, c'est fait. Hein. Donc là, tout ce que j'ai montré de là, c'est post-débayerisation. Soit dans caméra, soit dans le DAV. Ou Catalyst ou une autre solution.